une chance considérable. La chance du Maroc, c'est d'avoir eu Lyautey. Imaginons qu'à la place de Lyautey, il y eut un général républicain borné et jacobin. Le Maroc n'existerait plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on aurait fait au Maroc ce que l'on a fait avec l'administration algérienne. Alors en Algérie, tout s'est bien passé jusqu'en 70. Sous l'ancienne monarchie et sous l'empereur Napoléon III, tout s'est bien passé. Parce que, et l'empereur Napoléon III avait bien résumé sa politique, je suis l'empereur des Arabes et des Français. Mais l'Algérie est à la France, mais l'Algérie n'est pas à la France. Et l'administration est une administration militaire, avec les bureaux arabes, etc. En 1870, poussé par le cardinal Lavigerie, on ne dira jamais assez le mal qu'a fait le cardinal Lavigerie, à la fois pour les familles politiques, mais également pour la colonisation. Le cardinal Lavigerie est un des responsables de l'échec de l'Algérie française, car ce que ne savent pas nos auditeurs, c'est que Lavigerie est allé à Tours, auprès du gouvernement insurrectionnel, le gouvernement de Tours, ministre de l'Intérieur Crémieux, et tout l'appareil doctrinal de Crémieux sur l'Algérie, c'est Lavigerie qui lui a rédigé. Moi, j'ai publié dans mon Histoire de l'Afrique le document de Lavigerie remis à Crémieux. Et Crémieux va appliquer, ne parlons pas des décrets Crémieux, c'est une affaire annexe, mais l'administration, la fin des bureaux arabes, le jacobinisme, le rattachement directement à Paris, etc. Ce qui va provoquer Mokrani, ce qui va provoquer la révolte kabyle. Mokrani, moi j'ai toujours... Ma famille a toujours été fidèle à la France. Le père de Mokrani est un des hommes qui a fourni les contingents pour conquérir Constantine. Et tribu totalement fidèle à la France. Du jour au lendemain, on enlève les cadres militaires et on met l'ancien préfet du Rhône qui arrive, qui parle pas du Rhône ou du Calvados, peu importe. L'administration jacobine, civile, dans toute son horreur, dans tous ces gens gris, qui connaissent pas les langues du pays, qui sont transposés. Le jacobinisme dans toute son horreur. Révolte kabyle, révolte de Mokrani. Mokrani eut parfaitement raison de se révolter. C'est un féodal qui se révolte contre cette médiocratie républicaine. Alors, la chance du Maroc, c'est d'avoir eu Lyautey. C'est d'avoir eu Lyautey, un monarchiste, pas n'importe quel monarchiste, un légitimiste. C'est autre chose. Et traditionnaliste, etc. Et Lyautey qui a fait des bêtises dans sa jeunesse à ce propos. Lyautey a été un des éléments de la poussée française vers le Maroc. Et Lyautey, qui va faire un voyage au Maroc en 1907 avec Regnault, et là, il est sidéré. Parce qu'il connaissait quoi du Maroc, le général Lyautey? Il connaissait les tribus qui faisaient des redzous sur la frontière. Il ne soupçonnait pas cette civilisation. Et il découvre une civilisation. Et ces lettres de Rabat sont extraordinaires. Je les publie dans mon Histoire du Maroc. Il écrit ses lettres de Rabat, ses lettres à son ami, à Vogüé notamment. Il écrit sa découverte. Donc, quand il va être nommé président général, il va dire « Mon souci est de ne pas algérianiser le Maroc ». C'est-à-dire de ne pas appliquer au Maroc l'administration jacobine, mais au contraire de sauvegarder les institutions marocaines, aider le Maroc à franchir le pas de la modernité, aider à reconstruire le pouvoir du sultan. Donc il dira, moi je suis le premier serviteur du sultan. Et il va réussir une politique tout à fait remarquable. Lyautey va constituer une alchimie de politique tribale tout à fait extraordinaire. Et il va réussir à pacifier le Maroc. Et le plus étonnant, c'est qu'il va même réussir pendant la guerre de 14. Parce que c'est un épisode dont on parle très peu. C'est que, au moment où éclate la guerre de 14, ce que les Français appellent la pacification, ce que les Marocains appellent la conquête, est dans une phase véritablement d'accélération. Les grands bastions de résistance ne sont pas soumis encore. Et ce qui est soumis, c'est toute la région du Haut-Atlas de Marrakech, avec les Goundafi et les Glawa qui se rallient à la France très tôt. Mais les grandes tribus, Aïssérouchen notamment, et toutes les tribus qui prolongent le Haut-Atlas vers le Moyen-Atlas, sont en guerre. Je suis dans la région de Taza. Et Lyautey reçoit l'ordre de dégarnir complètement son front, d'évacuer tout l'intérieur du Maroc et de se replier sur Casablanca et Rabat. Et Lyautey refuse. Et Lyautey va évacuer au contraire l'arrière et va garder les postes sur les frontières. Il dit, j'ai fait la politique de la langouste. C'est-à-dire, je mets la carapace, mais elle est vide. Une carapace vide.
Et il peut envoyer donc des régiments entiers, les régiments qui partent se battre en France. Lyautey est appelé donc au ministère de la Guerre. Ça se passe très mal. Il quitte pour les raisons que l'on connaît. Il revient au Maroc. Et pendant la deuxième partie de la guerre de 14, il va reprendre la pacification. Et quand la guerre de 14 se termine, le protectorat est plus vaste qu'il n'était avant la guerre de 14. Et ensuite, bien entendu, dans les années 18-20, Lyautey va achever cela jusqu'au moment où va éclater la guerre du Rif. Alors là, la guerre du Rif, c'est véritablement la vengeance de la République envers Lyautey. Parce que Lyautey est surpris. Il est surpris par cette insurrection du Rif. Il savait que des choses se passaient. Lyautey n'aimait pas les Espagnols. Il n'aimait pas les Espagnols. Il n'aimait pas la méthode de politique espagnole. Il ne faisait pas une grande confiance à l'armée espagnole. Il avait raison. Ensuite, il estimera un homme comme Franco, le Tercio, etc. Lyautey ne comprend pas les débandades militaires espagnoles, parce qu'il faut dire que les Espagnols se font étriller pendant la guerre du Rif, mais c'est épouvantable. Alors là, il y a un problème qui mérite d'être souligné, et je le souligne dans mon livre, c'est que les Espagnols ont de très bonnes troupes. Ils ont d'excellentes troupes. Mais ils n'envoient au combat que des conscrits non formés. Et ils gardent leurs bonnes troupes en réserve. Et ces bonnes troupes en réserve vont intervenir finalement, puis avec la création du Tercio, c'est Franco qui va sauver la situation, n'est-ce pas? Et quand les bonnes troupes vont arriver, les rifins vont être bloqués. Mais pendant des années, les Espagnols vont se faire massacrer, mais par milliers, des généraux, des général Silva, c'est des défaites terribles. Alors Lyautey n'a pas le contact, il ne sent pas les Espagnols. À la différence de Pétain. Pétain, lui, va être... c'est une raison de brouille entre Pétain et Lyautey. Et Lyautey est surpris, mais il va reprendre l'initiative. Et il comprend tout de suite, avec les peu de moyens qu'il a, parce qu'il a très peu de moyens. Les moyens vont arriver après avec Pétain. Il a très peu de moyens, et il voit tout de suite que le cœur du dispositif, c'est les tribus de la partie centrale du Rif, qu'il faut absolument détacher d'Abdelkrim. Les Beni Ouriagel. Donc ça, c'est la tribu d'Abdelkrim. Et il va donc jouer là-dessus, et il réussit à reprendre l'offensive. Là-dessus arrive Pétain. Quand Pétain arrive, la situation est redressée. Pétain arrive en tant qu'inspecteur de l'armée, et Pétain va rédiger un rapport aussi injuste que méchant à l'encontre de Lyautey. Et il va dénoncer des errements militaires de Lyautey qui ne sont pas des errements militaires, qui sont au contraire la continuation de cette subtile politique tribale. Parce que Lyautey part du principe qu'il ne faut pas éliminer, il ne faut pas exterminer une tribu, car cette tribu va devenir notre allié. Donc il faut la soumettre dans l'honneur. Et Pétain va, lui, prôner la guerre à outrance, la guerre d'écrasement. Et ce rapport est fait par Pétain, donc à Paris. Changement de gouvernement. Les adversaires de Lyautey arrivent au pouvoir. Les sensibilités réactionnaires et de Lyautey commencent un peu à énerver dans les hautes sphères dirigeantes de la République. C'est l'époque du cartel des gauches. Tout à fait. Et Pétain, lui, n'est pas suspect. Pétain est un officier républicain. Et Pétain est envoyé au Maroc avec une mission très claire, doubler Lyautey dans le domaine militaire. Or, Lyautey dit, mais c'est pas possible, parce que ma position de résident général est une position de chef politique et de chef militaire. Dans cette politique tribale, on ne peut pas être uniquement chef militaire et chef politique. Si vous m'enlevez la direction militaire, c'est le protectorat qui s'effondre. On dit, bon, Lyautey démissionne. Lyautey rentre en France et Pétain a les mains libres
Et Pétain va écraser la révolte du Rif. Mais il va écraser la révolte du Rif avec une guerre totale à l'européenne. Il va recevoir des moyens, l'aviation, etc. Les Rifins sont broyés, détruits, et ça va rester dans les mémoires. Tout à l'heure, vous avez utilisé l'expression refondation de la monarchie chérifienne. Qu'entendez-vous par cette formule? La refondation de la monarchie chérifienne, c'est-à-dire que Hassan II a dépoussiéré, comment dirais-je, toute cette partie du rituel, tout en conservant l'essentiel, l'a modernisé avec une administration territoriale, avec l'équivalent de préfet. C'est Hassan II, le refondateur. Oui, Hassan II, refondateur. Ouais. Et Mohamed VI, qui, à l'heure actuelle, est dans une phase de grand renouvellement. Alors là, attention, s'il va trop loin, ça peut être dangereux. Il vient de... Mohamed VI a fait une chose remarquable, c'est que il est d'une autre génération que son père, par définition, et au Maroc, le personnel d'État est vieux. Parce qu'on ne met pas à la porte les vieux serviteurs au Maroc. Les vieux serviteurs restent là. Mais le problème, c'est que au XIXe siècle, les vieux serviteurs mouraient à 65 ans, parce que maintenant ils meurent à 85 ans. Ce qui fait, il y a plusieurs générations qui poussent derrière. Et donc, alors Mohamed VI a appelé les gens de sa génération au pouvoir. Et il a créé également des instances régionales. Donc, il a créé un début de véritable décentralisation avec des instances régionales qui permettent localement à des jeunes élites de passer aux affaires. Alors qu'auparavant, tout descendait du palais avec les gouverneurs et il n'y avait pas les échelons locaux. Tout simplement, il y a des échelons horizontaux locaux, ce qui donne une soupape de sécurité pour des jeunes qui ont besoin d'accéder aux affaires. Et il vient de réformer l'État marocain en annonçant que désormais, puisque le Maroc est une démocratie royale, et il y a des partis politiques, il y a des élections, désormais le Premier ministre sera automatiquement le chef du parti qui aura gagné les élections. Ce qui se faisait depuis quelque temps, mais qui n'était pas inscrit dans les règles ou dans la Constitution. Donc désormais, c'est cela. À mon avis, il ne faut pas qu'il aille plus loin. Parce qu'alors, s'il va plus loin, il risque de mettre en péril l'architecture même du système monarchique marocain. Et à l'heure actuelle, l'on voit tous ceux qui n'osent pas attaquer la monarchie, parce que c'est possible, et qui parlent de européaniser la monarchie, c'est-à-dire, certes, que le roi garde son